Voici notre discussion sur les soins de fin de vie et l'insuffisance cardiaque. Dans notre équipe, nous sommes constitués de Sarah Emmanuelle Boulet, Tania Carbalada, Ron Kim et Stéphanie Lévesque. Au cours de notre présentation, nous allons débuter par préciser le mandat obtenu. Nous allons situer la problématique d'un point de vue global et d'un point de vue spécifique de chaque domaine. Nous allons définir le cadre de référence choisi et présenter notre plan d'action. Tout d'abord, pour ce qui est du mandat, la population, c'est les adultes. Le milieu de soins choisi, c'est le CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal. C'est un centre intégré qui a plusieurs missions, donc 2 hôpitaux, un institut de santé mentale et il s'en vient avec une maison de soins palliatifs qui est à venir. L'état de santé de la population de ce secteur, 36% de la population est atteinte d'au moins une maladie chronique. Ça en va dans la population pour les personnes de 65 ans et plus. Pour les maladies chroniques, on se retrouve avec un pourcentage de 67%. Donc, nous avons choisi la problématique de l'insuffisance cardiaque. Et pour le mandat, nous avons décidé d'établir un continuum de soins de l'hôpital vers le soin à domicile pour les patients vivant avec une maladie à un stade avancé. Il nous apparaît important de débuter notre présentation par une mise en place de la maladie, de détailler son épidémiologie et ses caractéristiques. Selon la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, l'insuffisance cardiaque est une épidémie grandissante et silencieuse. Elle touche environ 600 000 personnes au Canada et 50 000 cas d'insuffisance cardiaque sont diagnostiqués chaque année. Les coûts reliés à cette maladie sont en hausse de 2,8 milliards de dollars chaque année. L'insuffisance cardiaque est incurable et présente un fardeau autant pour le patient, la famille et la communauté. Plusieurs études nomment la complexité de promouvoir les soins palliatifs chez une clientèle atteinte d'insuffisance cardiaque puisque son cheminement est difficilement prévisible. En effet, sa progression non linéaire ne permet pas de bien cerner le moment où la personne débute la partie fin de vie de la maladie, ce qui implique que le patient n'est pas préparé adéquatement à une annonce de soins palliatifs et que le professionnel ne sait pas quand sera le meilleur moment d'aborder ce sujet. À l'heure actuelle, peu de personnes atteintes d'insuffisance cardiaque bénéficient des soins palliatifs ou soins de fin de vie, contrairement à ceux souffrant de cancer. Une des problématiques est la perception qu'ont les patients sur leur maladie. Cette mauvaise compréhension cause une augmentation du stress et augmente le nombre de visites à l'hôpital. Le manque de services, l'incapacité de traiter les problèmes de fin de vie et les épisodes de détérioration aiguë sont tous des facteurs qui influencent la possibilité pour ces patients de mourir à la maison. Les soins en fin de vie pour cette clientèle devraient être proactifs et conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques. Il faut retenir une chose, l'incertitude sur les pronostics ne doit pas conduire ces patients et leurs familles à être relativement négligés par les services sociaux des cités de santé. Donc, pour les points de vue spécifiques, on va débuter avec l'infirmière formatrice. Pour sa part, elle aura une part importante à jouer dans la gestion du changement sur l'enseignement donné aux patients. En effet, elle aura son rôle à jouer autant dans l'enseignement au personnel soignant que dans celui du patient et sa famille. Tel que mentionné dans l'énoncé du problème, les patients atteints de l'insuffisance cardiaque se retrouvent souvent confrontés à un manque d'information qui aura pour effet d'exacerber leur état dans des situations qui pourraient être angoissantes. Il en revient à l'infirmière formatrice de créer et de mettre en place des capsules d'enseignement pour le personnel soignant afin de démontrer, selon les meilleures pratiques, la meilleure façon d'intervenir auprès des patients, mais également d'enseigner comment partager notre expertise à la famille. Ce rôle rejoint la compétence soutenir les apprentissages en milieu de pratique du référentiel de maîtrise. En effet, non seulement l'infirmière formatrice mettra en place des programmes d'enseignement aux infirmières, mais elle pourra également créer des activités interactives pour les patients et leurs familles afin de mieux comprendre les enjeux de la maladie, son développement non linéaire, ainsi que les complications possibles. Il est essentiel pour le patient de connaître l'évaluation possible de la maladie, de bien comprendre le pronostic. Un patient qui connaît bien les complications et les signes d'alerte aura moins tendance à consulter à l'urgence pour des situations pouvant être gérées à domicile. Ainsi, cela aura un impact direct sur la diminution des coûts de santé et diminuera le nombre d'hospitalisations, gardant ainsi plus longtemps le patient dans son domicile. Il revient à l'infirmière formatrice de s'assurer que des méthodes d'apprentissage en continu sont disponibles en tout temps dans les milieux de soins afin d'optimiser les soins et d'avoir une pratique basée sur les meilleures pratiques. L'infirmière formatrice devra également faire preuve de leadership afin de susciter l'intérêt de ses consoeurs dans le changement et dans la recherche de meilleurs soins pour le patient. Celle-ci devra donc être disponible pour discuter de ce changement et éventuellement en évaluer les retombées.
La contribution de l'infirmière expertise conseil consiste à développer l'excellence de soins et de qualité des services offerts aux patients, aux familles, aux communautés et à la population, en respectant la vision, les valeurs, les missions dévolues à l'établissement de soins dont elle fait partie. Dans le cadre de l'objectif visé pour améliorer la vie des patients atteints d'insuffisance cardiaque, l'infirmière expertise conseil va exercer son leadership clinique pour assurer de développer, de coordonner, d'implanter et d'évaluer des programmes cliniques, des lignes directrices, les divers outils cliniques relatifs aux pratiques exemplaires et aux normes légales entourant la problématique soulevée. La loi concernant les soins de fin de vie, dans le respect de la personne à la reconnaissance de ses droits et de libertés, la personne sera traitée avec compassion, respect, dignité. Pour ce faire, elle doit aussi d'abord cerner la problématique dans une perspective infirmière scientifique, systémique et multifactorielle, selon identifier les enjeux qui sont inhérents aussi à la problématique et cibler les priorités en tenant compte du contexte des pratiques et des soins, par exemple liés au manque d'éducation au niveau de la gestion de la maladie. Ensuite, elle fait preuve de la situation dans sa globalité pour élaborer son plan d'intervention en s'appuyant sur des meilleures pratiques ou pour développer des nouvelles connaissances. Existe-t-il des lignes directrices en lien avec l'insuffisance cardiaque? Comment peuvent-elles être implantées et de quelle manière peuvent-elles être déployées? Quels sont les outils à développer pour encadrer les pratiques cliniques et assurer le partage de responsabilités professionnelles? Qui seront les collaborateurs? Quelles sont leurs contributions? D'ailleurs, elle doit travailler en collaboration avec différents partenaires et acteurs clés afin d'identifier les besoins et les attentes, de rechercher les apports de chaque contributeur et de les mettre à profit leurs compétences. Pour qu'un projet clinique se réalise, elle doit s'assurer d'une vision commune soit partagée avec ses collaborateurs, par exemple le partage d'une approche collaborative, une approche palliative et des soins centrés sur le patient, sa famille, pour améliorer le travail en interdisciplinarité et par le fait même améliorer la qualité de soins. Selon l'Association canadienne des soins palliatifs, les soins palliatifs sont considérés efficaces lorsque les soins sont prodigués par une équipe interdisciplinaire ayant les connaissances et les compétences qui lui sont propres. Elle agira aussi comme agent de changement de facilitatrice afin d'accompagner les infirmières et autres professionnels de la santé pour adopter des nouvelles pratiques en lien avec les soins palliatifs. Elle va assurer des activités de soutien clinique en utilisant différentes stratégies, par exemple la pratique réflexive ou le co-développement. Le point de vue de l'IPS dans un contexte de soins palliatifs de maladies chroniques, il y a plusieurs compétences de la pratique infirmière avancée qui peuvent se révéler au travers du rôle de l'IPS, mais on croit que sa contribution spécifique est d'abord la pratique clinique directe. Les soins centrés sur la personne, c'est le pilier de l'approche palliative. Ça rend hommage aux valeurs, aux désirs de la personne en matière de soins de santé, en faisant la promotion de l'autonomie, de la dignité, du contrôle et de la prise de décision partagée en ce qui concerne les décisions relatives aux soins de santé. Donc, à travers la pratique directe, elle prodigue des soins complets, coordonnés, compatisants et holistiques aux patients et à leur famille. Elle établit un partenariat basé sur le respect des valeurs. Elle utilise ses habiletés de communication qui vont être essentielles à, à la compétence de la pratique directe. D'ailleurs, il y a certaines études qui démontrent que les infirmières praticiennes qui pratiquent en soins palliatifs passent près de 80% de leur pratique directe au soutien émotionnel ou psychologique. Donc, l'IPS use aussi de son expertise clinique, de ses connaissances spécialisées pour déterminer les ajustements de traitement appropriés. Et elle n'hésite pas, bien sûr, à consulter son médecin partenaire qui, lui fait confiance à cause de ses connaissances médicales approfondies et de ses compétences en soins de vie. Par ailleurs, sa pratique directe aussi est reflétée dans la pratique réflexive où elle identifie ses propres valeurs, ses systèmes de croyances et elle en fait profiter le patient dans ses interventions et à sa famille également. Aussi, une pratique factuelle basée sur les données probantes qui est une approche qui est toujours présente dans la prise de décision de l'IPS. Par ailleurs, il y a aussi
le leadership dont doit faire preuve l'IPS quand elle prend des décisions médicales importantes concernant les soins du patient, bien que ce soit toujours avec son médecin partenaire. Elle doit travailler en collaboration étroite avec les autres professionnels, une collaboration en fait qui imprègne la plupart des modèles qui sont proposés en soins palliatifs. Finalement, l'IPS qui s'occupe d'une personne en phase terminale de sa maladie doit assumer un rôle de soutien aux apprentissages auprès du patient, de ses proches. Elle donne du pouvoir aux patients et à la famille en les outillant pour participer aux soins. Donc, à nouveau, les habiletés de communication vont être primordiales là, pour bien assumer ce rôle. Pour ce qui est du cadre de référence, nos interventions seront marquées par le paradigme de la transformation. En effet, ce paradigme est caractérisé par le caractère singulier de l'expérience des patients, tout en prenant compte de la totalité des phénomènes qui interagissent avec lui. Dans cette optique, nous devons établir une relation de partenariat avec les patients selon le caractère unique de leur histoire de santé. Nos interventions viseront à centraliser les soins selon le besoin unique de chaque patient en soins de fin de vie. Et c'est pour cette raison que nous situons notre pratique dans le paradigme de la transformation. Afin d'améliorer la transition d'un patient atteint d'essence cardiaque vers des soins palliatifs de qualité à la maison, nous baserons notre plan d'action à l'aide de la conception de Caring. Nous croyons que les principes directeurs issus des 10 processus de caractère développés par Watson sont pertinents dans la relation infirmière-patient. Cette conception rejoint les termes de soins palliatifs, notamment celui de la spiritualité. Effectivement, dans un contexte de soins de fin de vie, il est important d'intégrer la notion d'harmonie entre l'âme, le corps et l'esprit. Cela permet par ailleurs de la culture de notre propre pratique spirituelle. L'infirmière qui travaille directement avec les patients en fin de vie doit avoir une pratique empreinte d'amour et doit inspirer des sentiments de croyance et d'espoir. Les infirmières se doivent d'user du caring afin de créer un lien thérapeutique pour permettre de diminuer l'anxiété du patient et pour mieux répondre à ses besoins. La création d'un environnement facilitant la guérison, la sensibilité vis-à-vis de l'autre et le développement d'une relation d'aide et de confiance sont tous des comportements empreints de caring que l'infirmière qui travaille dans ce domaine doit faire preuve. Notons que le centre d'intérêt du caring est le soulagement de la souffrance et le maintien de la santé. Les soins palliatifs renvoient exactement aux mêmes intérêts. En effet, dans les soins de fin de vie, le maintien de la santé se traduit plutôt dans le maintien d'une qualité de vie et l'objectif ultime de ces soins est le soulagement de la souffrance. Les interventions que notre équipe aimerait mettre en place sont empreintes de caring dans toutes leurs dimensions. Que ce soit en travaillant directement auprès du patient ou indirectement auprès de l'organisation, l'infirmière qui travaille dans ce domaine doit avoir une pratique fondée sur l'unification des soins. On trouvait aussi important de mentionner, dans le contexte de soins palliatifs à domicile, il y a plusieurs occasions de caring qui s'offrent là, à ce moment-là. Il y a les soins directs aux patients qui, avec son champ phénoménal, c'est-à-dire son vécu, ses valeurs, ses espoirs, ses craintes face à la mort, rencontre l'infirmière qui, elle aussi, possède de son bagage, son champ phénoménal à elle. Ça crée une transaction d'humain à humain, un partage, ce qu'on appelle un moment de caring. Puis le partage de ces perceptions-là, de ces expériences, ça va mener à des décisions quant aux choix et aux actions à prendre, là, des décisions là, communes aux deux parties. Pour le plan d'action, on vise un plan d'action plus macroscopique au niveau de l'intervention de l'expertise conseil. En fait, ce plan d'action vise un objectif de s'assurer d'offrir des soins et des services de qualité aux patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée satanée par la promotion de l'excellence des pratiques et par l'amélioration du continuum de soins. Nous avons 3 types d'interventions. La première, c'est l'intervention par rapport au développement d'un plan de compétences visant l'approche palliative intégrée. Le but de ce programme vise de s'assurer que les professionnels de la santé aient les compétences nécessaires pour accompagner les personnes et la famille dans les soins de fin de vie. Donc, selon l'Association canadienne des soins palliatifs, les infirmières doivent aussi posséder des compétences particulières pour aider les personnes et familles au moment de transition liée à la maladie et au deuil. La deuxième intervention serait l'implantation d'un programme clinique en collaboration avec l'Association canadienne des soins palliatifs pour améliorer l'accès aux soins palliatifs intégrés. Beaucoup de programmes considèrent que les clients peuvent être admissibles seulement lorsque le pronostic du patient est d'environ 6 mois.
Or, il est temps de changer les critères d'admissibilité pour s'assurer que les clients dont la santé risque de se détériorer rapidement peuvent bénéficier de l'approche palliative intégrée. Le programme clinique en soins palliatifs aide les patients à mourir confortablement tout en respectant les valeurs d'intégrité et de dignité. Les soins doivent être centrés sur les besoins et les objectifs du patient selon leur stade de la maladie, leur compréhension de la maladie et les options de traitement possibles. La communication efficace entre les professionnels et intervenants sont importants pour favoriser les meilleures décisions. Dans le programme, on retrouve également les outils clinico-administratifs pour encadrer et soutenir les activités cliniques des infirmières, notamment des guides de pratique clinique, des outils cliniques normalisés comme des ordonnances collectives, ordonnances individuelles, des outils pour faciliter la planification préalable des soins, des aides à la communication, la mise à disposition aussi d'un outil d'évaluation qui aide les programmes à cerner les personnes plus à risque d'avoir besoin de soins palliatifs dans un avenir rapproché. La troisième compétence, c'est le développement des pratiques novatrices par la recherche appliquée et ensuite par le transfert de connaissances. Donc, le transfert et l'application des connaissances dans la pratique, c'est une démarche très complexe. Pourquoi il est nécessaire d'avoir un outil pour assurer l'implantation adéquate des résultats? Bon. Le modèle conceptuel de Graham était trop pour le transfert de connaissances serait intéressant à utiliser suite à l'implantation du programme pour s'assurer que les pratiques des infirmières soient cohérentes avec les pratiques basées sur les résultats probants. Pour réaliser ce plan d'action concerté, la contribution de la formatrice et de l'IPS selon leurs objectifs spécifiques et leur plan d'intervention viendront compléter cette vision commune. Donc, l'objectif en formation sera de diminuer l'anxiété du patient reliée à un manque de connaissances face à l'exacerbation de la maladie. L'intervention sera de créer et mettre en place une formation aux infirmières de liaison en cardiologie sur la communication d'informations sur la maladie au patient et à sa famille. Tel que nommé précédemment, il a été reconnu dans plusieurs études que le manque de communication entre les professionnels et les patients augmente l'anxiété chez les patients et les rend insatisfaits des soins rendus, puisqu'ils apprennent un peu avec surprise leur état de fin de vie. Dans cet ordre d'idées, l'infirmière formatrice créera un plan de formation qu'elle déploiera au plan infirmier. Les études ont démontré que l'acquisition d'aptitudes de communication par le biais d'une formation avancée permettrait de changer l'attitude des professionnels et ainsi d'améliorer la communication entre celle-ci et le patient, permettant donc d'améliorer leur capacité à relever les défis relatifs au contexte particulier des soins palliatifs. Dans un contexte où le patient vient tout juste d'être diagnostiqué avec une insuffisance cardiaque, il n'est pas rare qu'il rencontrera une infirmière de liaison en cardiologie qui lui expliquera plusieurs aspects de la maladie, les signes habitudes de vie, la médication, et répondra donc à plusieurs questions que le patient pourrait avoir. Cette infirmière sera également responsable de la liaison vers les services externes tels que les ressources communautaires et les services de soins à domicile. Son but sera de préserver un milieu sécuritaire pour le patient en visant la continuité des soins entre l'hôpital et le retour à domicile. Dans cette optique, il est impérial de mettre un certain effort afin de s'assurer que la communication entre l'infirmière de liaison et son patient demeure claire. En effet, l'infirmière doit apprendre à s'adapter aux besoins spécifiques de chaque patient. L'intervention mise en place ouvrira la porte sur la communication efficace entre l'infirmière et son patient en se basant sur le caring. L'infirmière pourra mettre en place une formation sur la communication. En effet, une étude a démontré que les patients déplorent que les interventions et les contacts avec les professionnels de la santé ne sont souvent pas basés selon leurs besoins. Dans cette optique, il pourrait être intéressant de discuter avec le patient de sa propre définition de la qualité de vie, de ses propres perceptions de la maladie et de son évolution. Ceci aura pour but de diminuer l'écart entre la réalité et les perceptions. L'infirmière ajoutera dans sa formation un volet sur l'empowerment des aidants, ce qui permettra de voir le patient dans sa globalité. Donc, un volet sur la communication permettra de mieux communiquer avec les aidants, en basant sur leurs propres préoccupations qui peuvent parfois être très, très différentes de celles du patient. Ceci aura pour impact de valoriser la famille à s'investir dans les soins et favorisera une meilleure rétention du patient à domicile. L'atelier de formation se tiendra sur quelques jours, un peu comme certaines formations déjà connues. Il sera attendu des participantes à s'enregistrer lors d'une entrevue avec un patient afin de discuter en groupe des méthodes de communication utilisées et comment celles-ci auront un impact amélioratif ou péjoratif dans la vision du patient sur sa condition. Il a d'ailleurs été démontré que des activités comme telles permettent aux participants d'avoir une meilleure rétention d'informations puisqu'elles mettent en pratique une grande introspection.
Pour ce qui est de l'IPS, elle se pose en leader clinique des soins directs aux patients dans un contexte de soins palliatifs. Étant donné le champ de pratique de l'IPS qui lui permet de poser certains actes médicaux, ce sont des compétences qu'on va utiliser dans un contexte de soins palliatifs à domicile, tout en gardant bien sûr la perspective caring. L'IPS peut prendre en charge de façon globale d'abord les soins du patient, c'est-à-dire coordonner les soins des divers professionnels de l'équipe multi, le médecin, le travailleur social, pharmacien, ergothérapeute, préposé, infirmière auxiliaire. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui sont impliqués. Elle doit avoir comme partenaire, bien sûr, l'infirmière de liaison de l'hôpital et s'assurer auprès d'elle et travailler en collaboration avec elle que les ressources matérielles sont disponibles, l'oxygène, le mobilier, même au niveau de l'électricité pour les génératrices. Donc, elle va aussi intervenir dans son rôle d'évaluatrice de façon directe auprès du patient. Selon une étude, les principales préoccupations du patient et de sa famille en lien avec les symptômes de fin de vie, c'est la douleur dans 78% des cas, la dyspnée, 61% des cas, puis il y a la dépression également qui vient par la suite, les troubles du sommeil, l'anxiété. Donc, le premier objectif de l'IPS, ça va être de contrôler la douleur, puis diminuer les appréhensions par rapport à la douleur chez le patient famille. Donc, la pratique de l'IPS va bien au-delà de la prescription de médication. Il n'en demeure pas moins que la pharmacologie des insuffisants cardiaques, c'est un enjeu majeur. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment adresser. La douleur qui est décrite, on la décrit comme totalgie, c'est-à-dire qu'elle inclut des symptômes physiques, psychologiques, sociaux, interpersonnels, spirituels, existentiels. Donc, le soulagement inefficace de la douleur altère l'expérience de nombreux patients, puis accroît les risques d'insatisfaction. Donc, premièrement, on doit faire une évaluation détaillée de la douleur, puis ajuster le traitement pharmacologique en respectant, bon, c'est ça, toutes les données probantes, les paliers d'antalgie et tout ça. On doit offrir un soutien, des conseils psychologiques, spirituels, émotionnels aux patients par rapport à cette douleur-là. Donc, la douleur peut être difficilement supportable si elle s'accompagne de culpabilité, de peur de la mort, la solitude. Donc, on donne un espace, c'est vraiment important de donner un espace pour ventiler aux patients. Puis aussi, il y a toujours les techniques alternatives de soulagement de la douleur, comme la respiration profonde, la relaxation, qu'on enseigne aux patients et à la famille également. Donc, plusieurs facteurs curatifs du caring vont être impliqués, dont les systèmes de valeurs humanistes, puis l'assistance en regard des besoins de la personne. Par ailleurs, la dyspnée est aussi un symptôme très important rapporté au stade terminal de la maladie. Ça donne une limitation importante. L'IPS doit être apte à réaliser des évaluations familiales et individuelles holistique par rapport à ce problème-là. Donc, l'objectif, ça va vraiment être d'améliorer le confort, la qualité de vie du patient en contrôlant sa dyspnée. Donc, la dyspnée qui est réfractaire, bien, ça nécessite une évaluation et un plan de traitement pharmacologique, comme la douleur. Il faut aussi, bien sûr, explorer les croyances en lien avec les opiacés, bien répondre aux questions. On gère les effets secondaires aussi là, en lien avec la médication opiacée pour optimiser le confort. Et bien sûr, on implique toujours le patient, la famille dans la planification de ces stratégies-là qu'on met en place. Pour conclure, ce travail de concertation entre les différents domaines de l'infirmière en pratique avancée, formation, expertise, conseil, IPS a permis de partager une vision commune en lien avec les soins de fin de vie pour les patients atteints de maladies chroniques. Les soins centrés sur la personne en respectant ses valeurs, ses désirs et en promouvant l'autonomie, la dignité et la prise de décision partagée sont importants pour aider les gens à bien vivre jusqu'à leur décès, et ce, dans tous les milieux de pratique. Nous croyons que l'apport de chaque domaine de l'infirmière en pratique avancée, en collaboration intraprofessionnelle, a une plus-value pour la mise en place des soins et des services intégrés de soins de fin de vie. Elles peuvent assumer toute une leadership clinique et transformationnel sont les compétences afin de promouvoir la collaboration interprofessionnelle en vue d'améliorer la continuité et l'accessibilité des soins et des services en soins de fin de vie. Merci de votre attention.